Bien, bonsoir. Je suis très impressionnée par la concision et la qualité de ce qui vient d'être dit. Mais c'est bien parce que moi, j'ai pas de trucs à dire, donc je n'aurai pas l'occasion d'être trop bavarde. Donc je suis Claire Lemercier, je suis directrice de recherche CNRS en histoire. Et je suis là parce qu'avec deux collègues, Julie Gervais et Willy Pelletier, il y a 2 ans, on a écrit un livre, La valeur du service public, sur un pari que des gens pouvaient s'intéresser à ce sujet en général, en dehors des amphis de droit et de sciences politiques peut-être, de salles obscures de l'Assemblée ou de bureaux mystérieux du Conseil d'État. Et puis, on a eu la surprise non seulement que notre livre intéresse des gens, mais de voir que d'autres personnes avaient en même temps lancé des podcasts sur le sujet et que le collectif Nos services publics s'était lancé en même temps. Et donc maintenant, on peut revenir ici et entendre les voix des gens qui sont dans les amphis obscurs, dans le Conseil d'État et dans l'Assemblée, se parler entre eux et elles de sujets très généraux. Donc on va commencer par ces 3 réactions successives avant de passer à la table ronde. Et en revenant, je pense beaucoup sur les termes du schéma présenté par Arnaud, même si on pourra l'illustrer par des secteurs en particulier, notamment sur cette question d'une désocialisation de la réponse aux besoins. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Est-ce que c'est un problème? Est-ce que, quand on parle désocialisation, qu'est-ce qu'on dit? Est-ce que c'est le privé? Est-ce que c'est les associations? Et puis, une des questions qu'on peut poser peut-être directement à Boris Vallaud, c'est celle du temps couvert par ce rapport qui se veut un peu plus de long terme que les rapports habituels sur le passé et sur l'avenir, et donc qui trace un diagnostic quand même assez sombre des 20 ou 30 dernières années pendant lesquelles il y a eu alternance politique. Alors on espère que Boris Vallaud va nous démontrer que malgré tout, les alternances politiques changent des choses dans un sens ou dans l'autre sur ces questions-là. Non, en vrai, vous pouvez réagir sur d'autres aspects du rapport, bien sûr, notamment sur cette question public-privé, lucratif, non lucratif, où est-ce qu'on met les frontières? Bon, j'avais compris que ce serait un moment assez désagréable pour moi. Simplement commencer par remercier toutes celles et tous ceux qui ont contribué à ce rapport, qui est de grande qualité et qui met en effet en débat un sujet qui, loin d'être technique, est en réalité d'abord un sujet politique. Et c'est même une question très française. Au fond, il y a quelque chose d'indissociable entre l'histoire de la construction de la République et l'histoire de la construction de nos services publics, avec cette définition qui était celle du dictionnaire de l'Académie en 1835, qui, au chapitre service public, dit ce qui appartient à tout le peuple. Et c'est, je crois, une définition assez satisfaisante, parce que le service public, c'est à la fois le lieu et le moyen de l'universalisme républicain. C'est le lieu et le moyen de faire peuple, de faire nation, avec finalement la possibilité de satisfaire à ces 3 exigences qui aimantent la République, en tout cas la gauche, qui est la justice, l'égalité et l'émancipation. C'est la raison pour laquelle cette question des services publics, elle est indissociable de la question des classes populaires. Et c'est l'émancipation évidemment des classes populaires comme projet politique, comme projet de société et comme condition d'émancipation de la société tout entière. Alors dire que c'est un objet politique et pas un objet technique, contrairement à ce que l'on pourrait penser dans des salles obscures que nous fréquentons malgré tout de temps en temps. Je ne vais pas me dérober à la question qui m'a été subtilement posée, en répondant d'abord à cette interpellation. Est-ce qu'il faut piloter par les besoins ou piloter par les moyens? Et en formulant évidemment une forme de critique de ce que nous avons pu faire dans un certain nombre de services publics. Et je prendrai celui de l'hôpital, en faisant le constat assez simple que le budget de l'hôpital, ce qu'on appelle l'ONDAM, a pendant des années augmenté moins vite que le nombre des actes délivrés à l'hôpital. Et c'est tant mieux, c'est parce qu'un certain nombre de maladies ont été pris en charge, parce que la population vieillit, et augmenter également moins vite que le nombre de soignants à l'hôpital. Ça, vous faites un calcul assez simple, moi qui ne sont pas très bons en maths, c'est-à-dire que la charge de travail par soignant, qui par ailleurs avait le gel du point d'indice, a augmenté, et que les soignants, les infirmières, les aides-soignantes en particulier, ont absorbé ça parce qu'on a eu un pilotage sans doute par les moyens plus que par les besoins. Et donc on a besoin de cette réflexion sur les besoins en santé qui commandent les moyens. Je ne dirais pas la même chose de l'éducation nationale. On a recréé 60 000 postes. Député de la majorité actuelle aura l'occasion de dire que peut-être dans la dernière législature, on a supprimé près de 7 000 postes, c'est-à-dire l'équivalent de la fermeture de 169 collèges, au moment où on pourrait se dire qu'il y avait de la place pour restaurer le dispositif plus de maîtres que de classe, puisque les 3/4 des difficultés sociales
sont en dehors des zones d'éducation prioritaire. Si je dis ça, ça ne veut pas dire qu'on est indifférent à la question des moyens. Mais, paraphrasant Anicet Le Pors qui disait « on ne sert pas l'État comme on sert une entreprise », je dirais aujourd'hui « on ne gère pas l'État comme on gère une entreprise ». Et ça, c'est évidemment, vous l'avez fait, la critique du modèle de l'État-entreprise avec la question de la tarification à l'activité et ce qu'elle peut évidemment produire. C'est-à-dire qu'il faut se poser la question des ressources. Alors si les gens sont prêts à payer plus d'impôts pour avoir plus de services publics, tant mieux. Mais en acte, j'attends de voir si c'est effectif, puisque je me souviens de sondages en disant « est-ce que vous êtes prêt à acheter Made in France ?» Oui, bien sûr, enfin jusqu'à la caisse. Et puis après, on finissait pas toujours par acheter chinois. C'est pour ça qu'en réalité, il faut se poser la question des moyens en disant « mais qui peut payer ?» Et je voudrais simplement rapporter un chiffre, qui sera confirmé sans doute, je l'espère, de Anne-Laure Delatte cet été, qui dit, écoutez, depuis 1979, la part des aides aux entreprises, directes et indirectes, c'est-à-dire à la fois les subventions et les dépenses fiscales, les exonérations fiscales et sociales, sont passées de 3% du PIB à 8,9% du PIB. Et dans le même temps, la part de PIB consacrée à l'éducation ou à la santé est à peu près restée stable, ce qui, évidemment, pose la question, si on évalue les politiques publiques et l'efficacité de la dépense publique, nous pourrions dire au MEDEF que nous allons évaluer l'efficacité des dépenses en faveur des entreprises. On a un certain nombre de chantiers sur la taxation des multinationales qui consolident 40% de leurs résultats dans les paradis fiscaux. Il manque 20% du produit de l'impôt sur les sociétés à tous les pays de l'Union européenne. Ça permet quand même de financer l'hôpital, de financer l'école, de verser un certain nombre de prestations. Il y a la question de la taxation des très hauts patrimoines, un peu de solidarité de ceux qui, en réalité, ne payent pas leur juste contribution à la solidarité, ne serait pas un mal. Très rapidement, évoquer quelques autres sujets. D'abord, c'était pas évoqué, mais c'est dans le rapport. Question gestion publique, gestion privée. Je crois que nous sommes aussi à un moment, qui est un vrai questionnement démocratique. Qu'est-ce qui est dans le marché, qu'est-ce qui n'est pas dans le marché? Et au fond, ce qui pourrait nous amener à nous poser la question de façon la plus incarnée, c'est le scandale Orpea. On pourrait maintenant rajouter le scandale des crèches privées. Mais Orpea est sans doute plus connu. Est-ce que la vieillesse est une marchandise? Est-ce qu'on peut se faire de l'argent sur le dos des personnes âgées? C'est un choix politique et un certain nombre de départements, moi je suis député des Landes, on fait le choix du tout non lucratif. Et dans les Landes, que vous soyez riche ou pauvre, que vous habitiez dans un tout petit village ou dans une grande capitale comme Mont-de-Marsan, eh bien, vous vieillissez dans les mêmes EHPAD, dans les mêmes conditions, avec le même niveau de service qui, soit dit en passant, est quand même bien meilleur que chez Orpea. Je ne vous suggère pas de venir tous prendre votre retraite dans les Landes, mais enfin, taux d'encadrement chez Orpea, c'était 0,45, 0,50. L'objectif dans les Landes, il est atteint. La majorité, c'est 0,8. Donc on n'est pas du tout la même chose. Mais cette question de ce qui est dans le marché et de ce qui n'est pas, on peut se poser la question de la politique publique de l'eau. Quand des collectivités, finalement, satisfaisant à la doctrine libérale, se disent bon, on va introduire de la concurrence et il y aura un opérateur public, on fait tomber de 30% le prix de l'eau. Parce que les fermiers sont obligés de réduire leur marge, parce que sinon, on reprend tout en gestion publique. C'est le moment aussi de se poser la question en matière d'énergie. EDF produit de l'électricité à 60 euros le mégawattheure, il le vend à ses concurrents 42 euros, et puis les artisans leur achètent 600 ou 700 euros le mégawattheure. Bon, je crois qu'on n'a pas besoin de faire une démonstration plus approfondie pour voir l'absurdité du sujet. J'ai entendu quelque chose qui était en filigrane. La définition des besoins doit aussi permettre de répondre à la définition de savoir comment on rend le service. J'ai vu, s'agissant de l'éducation, deux interpellations. La question de la pédagogie, une forme de constance des méthodes pédagogiques, alors que nous sommes passés de 30% à 80% d'une classe d'âge diplômée du bac. C'est un sujet qui est compliqué. La réforme du collège qui passait d'une logique académique, matière par matière, à de l'interdisciplinarité, a suscité quelques résistances. Si on évoque la question du bien-être de l'enfant, je me souviens que la question de la semaine de 4 jours ou de 4 jours et demi a intéressé peut-être, moi je vais me faire pas que des copains, mais peut-être plus les enseignants et les parents que les élèves eux-mêmes. Et aujourd'hui, il y a peu de collectivités qui ont maintenu cette journée, ces 4 jours et demi, parce que c'est bon pour le rythme chronobiologique de l'enfant et pour sa qualité d'apprentissage.
Je voudrais juste terminer par une chose, et je lis les deux. La perte de confiance des citoyens dans leur modèle social. C'est très identitaire, ils l'adorent. Mais en même temps, ils n'y comprennent pas grand-chose. Si je dis ça, c'est que je rappelle que le taux de non-recours à un certain nombre de prestations, notamment le RSA dont on est en train de discuter à côté, parce que vous savez qu'on va avoir un service public, non plus de l'emploi, mais de la radiation. C'est quand même ce qui est en train d'être discuté. Quand je dis on n'y comprend rien, c'est que on est un pays, et j'y contribue, qui légifère trop, qui empile, qui stratifie, qui n'évalue pas, ou mal, et on n'y comprend rien. Et quand je dis on n'y comprend rien, c'est les gens qui viennent nous voir dans nos permanences, un demandeur du RSA qui doit remplir ses 7 pages de CERFA tous les 3 mois, la maman d'un enfant handicapé qui doit remplir ce CERFA de 24 pages pour obtenir une aide avec une page où il est demandé de décrire le projet de vie de l'enfant, et on fabrique des Daniel Blake à la chaîne. Vous connaissez le film de Ken Loach, c'est ce charpentier qui fait une crise cardiaque, son médecin lui dit si vous rebossez vous allez mourir, et puis l'administration du travail qui lui dit vous allez vous mettre au boulot parce que sinon vous allez perdre vos allocs. Eh bien à certains égards, il faut que nous ayons en tête dans notre réflexion sur les services publics, sur la qualité du service public, sur est-ce qu'elle atteint les gens auxquels elle est destinée. Et parfois je dois dire que j'ai un doute, ce qui pose aussi la question de l'efficacité de la décision publique, de son effectivité, de sa compréhension. Vous savez, entre le moment où on dit dans l'hémicycle on va baisser les impôts et le moment où les gens s'en aperçoivent vraiment sur la feuille d'imposition, il peut se passer 2 ans. Donc on a aussi ce problème de confiance. Et puis il y a des choix politiques, donc qu'est-ce qu'on demande à nos services publics? On a évoqué la question de la police, est-ce qu'on lui demande d'être une police de proximité? Est-ce qu'on lui confie des missions de prévention ou c'est la répression et le maintien de l'ordre? Et dans le maintien de l'ordre, qu'est-ce qu'on demande comme maintien de l'ordre? La doctrine de maintien de l'ordre, ce n'est pas les policiers qui l'écrivent tout seuls. Il y a, à certains égards, une décision politique, d'ailleurs que nous avons la nécessité aujourd'hui d'interroger. De la même manière, le préventif et le curatif, et je conclus, est une question qui est posée. Dernière chose, sur la santé, on a évoqué les déserts médicaux. Est-ce que la médecine libérale est un service public auquel nous pourrions assigner un certain nombre d'obligations, notamment celle de s'installer là où il n'y a pas de médecin? J'ai ma réponse, je pense que oui, il faut réguler l'installation. Si vous posez la question aux médecins libéraux, vous obtiendrez une autre réponse. Voilà. Merci beaucoup. Je pense qu'il y a beaucoup de points sur lesquels d'autres intervenants et intervenantes reviendront, notamment Mélanie Villiers sur le point sur l'effectivité sur la fin. Mais je vais rester dans l'ordre et donc passer la parole à mon collègue Antoine Vrochet, directeur de recherche au CNRS en sciences politiques, qui a fait ce très beau petit livre, vous savez, dans les éditions Anamosa, où c'est des livres qui se lisent très bien, qui sont très beaux et qui ont un mot sur la couverture, sur le mot public. Donc qui le rend un peu, qui le sort des traités de droit, j'ai envie de dire. Et puis ce très beau podcast auquel malgré tout je n'ai pas réussi à accéder tout à l'heure quand j'ai essayé, ce qui prouve quand même le manque d'un service public de l'internet, mais je dis ça, je dis rien. Ce très beau podcast Public Pride avec d'autres collègues et invités. Et donc je laisse la parole à Antoine pour revenir, je pense, plus sur cette question de besoin que tu évoquais aussi dans le livre public, hein, notamment de qui est légitime pour dire les besoins. Je pense que c'est une question que tout le monde s'est posée aussi en écrivant les rapports de nos services publics. Hein. Qui sommes-nous, co-auteurs et co-autrices, pour dire ce que sont les besoins? Et puis, Antoine étant au départ un spécialiste des institutions européennes, si tu peux nous mettre un petit peu de niveau européen dans tout ça. Merci beaucoup Claire, et puis moi aussi effectivement je suis très impressionné d'être ici et de participer à cette discussion autour de ce rapport dont j'espère que c'est le début de toute une série de rapports annuels qui nous amèneront à discuter ensemble. N'ayant pas beaucoup de temps, je vais me contenter de faire 3 points essentiellement pour essayer d'expliquer pourquoi à mon avis ce rapport peut faire date. Notamment peut faire date dans la manière dont justement on parle des services publics dans le débat collectif.
Alors, bon, d'abord, il y a effectivement cette approche par les besoins collectifs qui a été déjà signalée. Alors, évidemment, c'est très important comme changement d'angle ou de problématisation de la question. Bien sûr, on l'a déjà dit, on sort de la question des moyens, on sort de la question du coût, mais il me semble qu'en faisant comme ça l'inventaire des besoins collectifs, je trouve qu'on renoue aussi, enfin vous renouez aussi, avec une histoire plus longue, un petit peu oubliée, un petit peu minorée, qui est des services publics qui ne sont pas seulement la chose de l'État, qui ne sont pas seulement la chose des grands corps, voire même, a fortiori, la chose des cabinets de conseil, mais une approche qui fait justement des besoins du public, justement, le cœur de cette réflexion. D'une certaine manière, c'est un rapport qui remet les services publics à l'endroit, il me semble, qui redonne tout son sens à l'adjectif public des services publics, parce que l'adjectif public, ça n'est pas justement le synonyme de étatique. L'adjectif public, c'est plutôt quelque chose qui est porteur d'une obligation positive de l'État. C'est un dû de l'État par rapport à la société dont il est le mandataire, dont il est le représentant. Et de ce point de vue-là, ça nous rappelle à l'ordre, en quelque sorte, de ce qu'un État doit être, en quelque sorte, à l'égard de sa population, au service de toutes et de tous. Et d'une certaine manière, je pense que ce que vous proposez, au final, c'est peut-être un programme fort des services publics. Quelque chose qui est d'ailleurs de nature aussi à redonner confiance en soi aux fonctionnaires qui justement se sentent peut-être d'une certaine manière portés, mandataires en quelque sorte de ces besoins collectifs. Et donc moi je pense que effectivement renouer avec cette notion du public, redemander des comptes à l'État sur sa capacité à respecter ou à tenir ses promesses publiques, eh bien, me paraît intéressant, surtout si on l'analyse de manière transversale, c'est-à-dire service public par service public. Qu'est-ce que ça veut dire une santé qui est publique? Quelle est la valeur ajoutée de cet adjectif? En quoi c'est différent de dire que c'est une santé privée? Qu'est-ce que c'est que l'école publique? On pourrait dire la même chose du théâtre public, de l'université publique et de toutes sortes. Voilà, donc ce mot public revient, à mon avis, du coup, au cœur du questionnement, par le biais des besoins collectifs qui s'imposent en quelque sorte à l'État. Alors, bien sûr, vous décrivez aussi tout un phénomène, ce qu'on pourrait appeler à l'inverse un programme faible des services publics, qui est celui qui s'impose aujourd'hui, qui fait de plus en plus des services publics en quelque sorte un filet de sécurité, simplement pour les plus pauvres, et qui se développe, favorise, voire valorise les formes de prise en charge privée de biens publics essentiels, et vous en faites parfaitement l'inventaire. Alors, ça m'amène à mon deuxième point, parce qu'en vous lisant, je trouve qu'on voit en creux à quel point les services publics sont devenus opaques à eux-mêmes. C'est-à-dire à quel point nous manquons d'une connaissance collective de l'état des services publics, et comment, en quelque sorte, au fil de 2-3 décennies, je dirais, de néolibéralisme, pour aller vite, du développement des sciences managériales de l'État, finalement, notre connaissance des services publics s'est appauvrie et notre difficulté, finalement, à faire l'état collectif du problème. Et ce que vous montrez, c'est que, justement, le souci de soi des services publics, c'est-à-dire leur capacité à se gouverner, eh bien, ce souci de soi des services publics, il passe par des nouvelles formes de connaissances. Pas seulement les connaissances issues des sciences managériales qui, effectivement, se sont imposées dans notre manière de penser l'enjeu, les problèmes, le pilotage du service public, mais bien sûr aussi, et je vous en remercie en quelque sorte, d'associer d'autres savoirs, d'associer les universitaires, notamment des sciences sociales, les sociologues, les juristes aussi, les économistes, à la construction collective du diagnostic. Je pense que ça a été votre démarche. En même temps, ça m'amène aussi à vous en demander un peu plus, en quelque sorte, pour la prochaine édition, que j'appelle bien sûr de mes voeux, qui est finalement, et ça amène à la question un peu que me posait Claire, c'est-à-dire de revenir sur cette méthode qui me paraît effectivement intéressante dans le fait d'associer à la construction des besoins, de l'identification des besoins aussi des sociologues, aussi des chercheurs, mais finalement, ce qui manque un petit peu peut-être dans la construction du diagnostic, peut-être ce sont les élus locaux, qui sont des grands connaisseurs, bien sûr, des services publics,
et puis aussi le monde associatif. Et du coup, je me demande comment on pourrait effectivement participer à la co-construction de ce diagnostic, à la co-construction de ces besoins, enfin de l'identification de ces besoins et de ces attentes. Alors, je ne vais pas être trop long, donc je terminerai avec mon troisième point, qui est un point finalement sur l'aspect du levier en termes de financement, qui est une question qu'on a abordée, que vous avez abordée à la fin. Parce que finalement, paradoxalement, la question européenne, qui est au cœur en fait de la manière dont nos services publics ont évolué et ont été mis quand même d'une certaine manière sous contrainte budgétaire, sous contrainte de financement. Cette question européenne est assez absente et c'est d'autant plus important qu'on est en contexte de révision du pacte de stabilité et que on sait bien que c'est une révision qui va contribuer à remettre sous pression les finances publiques. Donc, c'est-à-dire on sort de la parenthèse Covid et on réentre dans une logique effectivement du pacte de stabilité et que donc ça va remettre sous pression les budgets et les financements publics. Et donc la question se pose bien sûr de comment reconstruire des marges de manœuvre budgétaires. Alors vous l'avez évoqué au niveau national, moi j'en profite pour glisser une initiative récente qui a été prise notamment par Aurore Lalucq, Thomas Piketty, Paul Magnette et d'autres, qui est une initiative citoyenne européenne pour taxer les grandes fortunes. Donc initiative citoyenne européenne, ça veut dire pétition de 1 million de personnes qui devraient être réunies pour demander justement qu'une directive puisse passer et permettre non pas nécessairement de gérer les services publics au niveau supranational, mais de restituer au niveau national des marges de manœuvre budgétaires, c'est-à-dire de reverser en quelque sorte par un impôt européen de l'argent qui permettrait justement une politique des services publics. Et donc c'est aussi peut-être en ce sens que peut-être le rapport annuel prochain pourrait se diriger, mais je dis que c'est d'autant plus important que la campagne des européennes s'ouvre et qu'il faut aussi que la question des services publics figure dans le débat des élections européennes. Merci. Merci beaucoup Antoine. Et donc on termine cette première salve avec Mélanie Villiers, qui est rapporteure générale adjointe à la section du rapport et des études du Conseil d'État et qui a été une des participantes les plus actives à la préparation, à la rédaction de l'étude annuelle qui vient de sortir et qui s'appelle L'usager du premier au dernier kilomètre. Donc ça tombait bien et on est très heureux et heureuse qu'elle ait pu venir nous parler des convergences ou des complémentarités ou des différences entre ces deux rapports. Et puis je crois aussi de cette question pas simple, mais qu'on est content et contente d'ouvrir, de comment on fait émerger les besoins concrètement. Bonsoir à tous, bonsoir Monsieur le Ministre, bonsoir Mesdames et Messieurs les parlementaires, bonsoir les membres du collectif, nos services publics qu'on a eu le plaisir d'auditionner dans le cadre de nos travaux. Donc je suis très heureuse d'être parmi vous ce soir pour ce temps d'échange. Déjà, 2 mots pour vous dire, pour vous indiquer pourquoi le Conseil d'État a choisi cette année de travailler sur ce thème du dernier kilomètre de l'action publique, qui n'est pas un thème tout à fait habituel pour l'institution que je représente. Donc un terme tiré du champ de la logistique, vous le savez, qui consiste à s'interroger sur la façon d'optimiser les circuits pour que les différents acteurs de la chaîne permettent la livraison d'un colis ou d'un service à un client. Et donc on a appliqué ça aux services publics, aux usagers, et on s'est posé la question de savoir pourquoi les services publics, pourquoi les politiques publiques et l'action publique en général, est-ce qu'elle atteignait ses destinataires, qu'elle s'est fixée? Si oui, pourquoi et comment? Et sinon, qu'est-ce qu'on en tire? Qu'est-ce qu'on en fait? Et donc l'objet de l'étude, c'était très transversal et on a beaucoup de points de convergence avec les travaux du collectif Nos services publics. Donc une analyse transversale pour identifier ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, pour en tirer des principes, une méthode. Et illustrée par des encadrés, des illustrations. On a fait 26 encadrés dans l'étude, très concrets, pour faire un focus sur telle ou telle politique publique.
Alors, quels sont nos points communs avec les travaux du collectif Nos Services Publics? Alors d'abord, les sources. On a des sources communes. Vous avez fait un travail très documenté, avec des inspirations des travaux de la Cour des comptes, des corps d'inspection, des publications des directions chargées de la prospective dans les ministères, de nombreux travaux de chercheurs. Et on s'est efforcé d'avoir la même approche. On s'est également efforcé d'auditionner, de rencontrer des témoins de leur temps, donc beaucoup de parlementaires, beaucoup d'écrivains, de journalistes, et puis parce qu'on s'est efforcé de sortir de nos salles obscures et d'auditionner des acteurs de terrain. On a auditionné plus de 300 personnes, on a fait des déplacements de terrain, et donc on a rencontré aussi bien des acteurs travaillant dans des administrations centrales, dans des agences, dans des associations, dans des préfectures, des collectifs d'usagers, des syndicats. Enfin bref, on a essayé de prendre le pouls de l'ensemble des gens qui font l'action publique. Donc au fond, on partage des sources communes et le souci de brosser large. L'autre point commun, et au fond c'est l'essentiel je dirais, c'est le constat du fossé très net qu'on fait entre d'une part les usagers, un fossé qui s'est creusé entre d'une part les usagers qui ont beaucoup changé depuis une trentaine d'années, sous plusieurs facteurs. D'abord, un phénomène d'individualisation, certains disent d'archipélisation, également des usagers qui ont accès plus massivement à certaines politiques publiques. Vous avez évoqué l'école, il y a également les prestations sociales. Des usagers qui vivent davantage, et vous l'avez indiqué tout à l'heure, dans les métropoles, en effet, dans le monde périurbain, avec les conséquences que ça implique en termes de mobilité. Et puis des usagers aussi qui, pour certains, ont changé leur rapport au travail. Donc des usagers qui ont fondamentalement changé depuis une trentaine d'années. Et face à ces usagers, des administrations qui ont elles-mêmes fondamentalement changé depuis une trentaine d'années. Alors là aussi, sous différentes raisons, différents facteurs. D'abord, les grandes réformes des années 80-90 qui ont modifié radicalement le mode pour délivrer le service public aux Français, aux usagers. Alors je pense naturellement à la décentralisation qui a été faite pour rapprocher les décisions au plus près du terrain, au plus près des besoins finalement, mais qui a eu cet effet de complexifier le paysage pour les usagers. Et donc on en fait le constat de façon très, très illustrée. Et puis une décentralisation qui, et on le constate aussi, qui présente la difficulté qu'il y a une forme de défiance qui s'est installée entre l'État et les collectivités locales et qui complique énormément la capacité à construire ensemble des politiques publiques. Une autre très grande réforme qui a modifié radicalement la façon de travailler des services publics depuis les années 70-80, ou 80-90 en réalité plutôt, c'est l'ouverture à la concurrence du secteur public sous l'effet notamment du droit communautaire, qui a conduit à privatiser effectivement des pans entiers de l'action publique. Et on a dans l'étude un encadré qui détaille sur des exemples très précis en quoi il y a eu des facteurs de privatisation. Et donc on arrive à une forme de bilan, de constat que l'État, les collectivités publiques, au fond aujourd'hui, ne sont plus les acteurs du dernier kilomètre, c'est-à-dire ceux qui, en effet, amènent la politique publique à l'usager directement. Et qu'au fond, il y a beaucoup d'opérateurs privés, donc on partage largement le constat que vous faites, beaucoup d'opérateurs privés pour assurer finalement ce dernier kilomètre. Alors, il y a beaucoup d'illustrations de ça. Par exemple, on peut maintenant payer ses factures quand elles sont de faible niveau chez un buraliste. Il y a un certain nombre d'agences publiques, y compris des agences qui émettent des titres, qui recourent à des centres d'appel téléphoniques privés pour répondre aux usagers. On a également les collectivités locales qui recourent de façon massive à des délégations de services publics et donc à des acteurs privés pour mettre en œuvre l'action publique. Et puis, vous l'avez souligné, il y a le rôle des associations qui aujourd'hui sont devenus un acteur central, un auxiliaire réellement pour délivrer l'action publique aux usagers. Alors à ce constat, donc au fond, avec ces points de convergence qu'on partage avec vous, on ajoute quelques compléments, et donc je me permets de les signaler. Premier constat, une distance qui s'est installée depuis quelques années entre l'administration et les Français, avec deux facteurs, si je simplifie, parce que le temps est concentré. Le premier, c'est la numérisation de l'administration, de l'action publique, vous l'avez relevé, alors qui a des vertus indéniables pour un grand nombre de nos concitoyens, mais qui,
de fait, a laissé un certain nombre de personnes sur le côté, des personnes dont la situation personnelle ne rentre pas dans les cases et qui, au fond, l'administration s'est éloignée d'eux. L'autre facteur d'éloignement de l'action publique vis-à-vis des usagers, c'est les limites de l'État stratège qui a été très à la mode dans les années 90 et qui consistait à dire, à l'époque, au fond, on va se concentrer au niveau de l'État sur la conception. Et puis on va laisser à d'autres l'exécution. Et petit à petit, au fond, on a eu une déconnexion entre ceux qui se concevaient et ceux qui mettaient en œuvre. Et évidemment, ça a des conséquences naturelles sur la capacité à prendre le pouls du terrain et prendre le pouls des besoins. Et une des illustrations qu'on décortique un peu dans l'étude, c'est en effet la démographie médicale et la façon dont, au fond, on aurait pu éviter le drame en ayant peut-être davantage de connexion au terrain et notamment aux jeunes générations de médecins. Cet état stratège, il a également eu pour effet, en s'éloignant de son terrain, finalement, de faire des choix et de rationalisation. Et donc, on fait le constat d'une forme de plan social de grande ampleur dans certaines administrations territoriales de l'État. Ça, c'est le premier constat complémentaire du vôtre. Le deuxième constat complémentaire, c'est le constat d'une administration qui a souvent tendance à peser ou à laisser sa complexité peser sur les usagers. Donc le monde est complexe, les attentes de nos concitoyens sont complexes, le nombre d'acteurs est très divers. Et au fond, c'est pas un mal que les choses soient complexes, ça montre qu'on veut faire bien. Mais la difficulté, c'est que les administrations font peser cette complexité sur les usagers. Vous l'avez évoqué, les formulaires qui sont extrêmement complexes pour nos concitoyens. Et donc l'étude brosse un portrait assez détaillé, et on essaye d'y mettre un peu d'image et d'humour aussi quand même, sur les frontières, les effets de silos auxquels se heurtent nos concitoyens, parfois alors avec des conséquences dramatiques, si je parle des questions de protection de l'enfance ou de la santé. On rapproche des cartes, entre en effet la carte de la démographie médicale et puis la carte de l'espérance de vie. Et donc on observe qu'entre certaines zones d'ARS, il y a quand même des questions qui se posent. On fait également la liste des normes, les normes Shadok, les normes usines à gaz, les normes que nos concitoyens ne comprennent pas, les normes qui sont des faux remèdes et en effet qui éloignent de nos concitoyens. Et puis il y a le troisième constat qui au fond est un constat partagé, qui est le constat qu'on fait de l'effet mitigé des outils de la nouvelle gestion publique sur le dernier kilomètre. Et au fond, face à ce constat, donc ce fossé qui s'est creusé entre d'une part des usagers et d'autre part l'administration, on arrive à une situation de crise qui est celle que vous relevez, la crise de l'hôpital. Donc je ne reviens pas sur ce que vous avez dit parce que notre chapitre sur le sujet est très proche du vôtre. La crise de l'école, où les inégalités se creusent, on partage ce diagnostic. La crise de la justice également. On a également des acteurs publics qui sont en proie au doute. Les métiers de contact avec le public, d'aide à la personne, sont des métiers qui font plus recette, alors même qu'ils sont absolument centraux et absolument nécessaires pour nos concitoyens. Mais également, à l'autre bout de la chaîne, les administrations centrales sont sous tension, sous l'effet du temps et du raccourcissement du temps qui pèse sur elles. Et au fond, cette crise... on arrive à cette conclusion qu'elle altère la confiance des usagers dans l'action publique. Alors d'une part parce qu'elle suscite un sentiment d'impuissance. Certains concitoyens ont l'impression de ne pas être suffisamment considérés, ont l'impression d'avoir des concertations de façade. Et ça nourrit une défiance particulièrement élevée en France, comparativement d'ailleurs à nos voisins de l'OCDE, avec des conséquences y compris démocratiques. Et donc face à ce constat, on arrive à cette idée qu'il y a une urgence à retrouver le chemin de la confiance. Et donc je vais être très rapide, mais pour vous dire simplement que le Conseil d'État formule 12... Une minute, très bien, je vais être très rapide. On formule 12 propositions pour répondre à ça. Donc vous n'êtes pas au stade des propositions, mais je vous les mets au débat et ça permettra peut-être d'y réfléchir. Donc pas de proposition de normes, on en a trop. Pas de nouveaux acteurs, c'est déjà assez complexe. Pas non plus de solutions miracles, c'est pas l'idée. On fait des propositions assez modestes, je dois dire, pas très spectaculaires, mais qui sont au fond tirées de notre Tour de France.
et elles sont inspirées des bonnes pratiques, mais en même temps assez ambitieuses, parce que si elles étaient toutes mises en œuvre, franchement, je pense que ça changerait la donne. Et donc, on les synthétise autour de 3 mots, ces propositions: proximité, pragmatisme et confiance. Et alors, si je dois dire quelques mots juste sur le deuxième axe, qui est le pragmatisme, en fait, on questionne notre façon de concevoir l'action publique pour atteindre le dernier kilomètre. Et on part du principe que il faut penser ce dernier kilomètre pour l'atteindre, en effet. Et pour ça, il faut partir des besoins des usagers. Et donc, partir des besoins des usagers, c'est notre 5e proposition, il faut pour ça les écouter. En leur faisant une place, en les mettant à l'agenda des acteurs publics. Alors, ça a l'air de rien comme ça, mais ça ne va pas toujours de soi. Et dans le champ de la santé, qui est pourtant en crise, on donne dans l'étude des illustrations très concrètes d'actions mises en œuvre dans le champ de la santé pour prendre en compte les besoins de l'usager. À l'hôpital Sainte-Anne à Paris, hôpital psychiatrique, tous les comités de direction commencent par l'examen des réclamations des derniers jours de patients. Ça ne se fait pas partout. Ça mériterait d'être partout. Ensuite, l'autre moyen de partir des usagers, c'est de prendre le pouls du terrain. Alors c'est ce que font certains préfets, certains sous-préfets, en recevant les gens qui veulent les voir, non pas dans leur bureau, mais en allant sur le terrain. Et ça aussi, c'est un bon moyen de prendre le pouls du terrain. Partir des besoins des usagers, c'est aussi, je le mets au débat, la façon de réfléchir à la façon de recueillir la parole, au-delà parfois des seuls habitués, parce qu'on a aussi les habitués de la parole publique, pour faire émerger des questions communes. Parce que l'idée, ce n'est pas de satisfaire chacune des attentes individuelles de chacun des usagers, mais c'est bien de réussir à satisfaire l'intérêt général. Et donc pour ça, il faut construire du commun. Et pour construire du commun, il y a des méthodes. Alors les conférences inversées qu'on évoque, il y a des instances. Le Conseil économique et social environnemental et l'exemple des derniers travaux sur la fin de vie sur un sujet aussi sensible montre qu'on peut avoir une réflexion apaisée et constructive dans une instance comme celle-là. Mais ça mériterait certainement d'être élargi à d'autres champs. Et enfin, partir des besoins des usagers, c'est prendre le temps d'analyser ces besoins. Et donc, je souscris à ce que vous avez dit. Il me paraît indispensable de s'appuyer davantage sur les travaux de la recherche et d'éclairer, autant que faire se peut, l'expression des besoins par les travaux de la recherche. Et puis, je terminerai en disant qu'une fois ce travail d'écoute effectué, il faut associer les usagers, les acteurs publics à l'élaboration des politiques publiques, alors en leur donnant un certain pouvoir. Et c'est notamment ce qui a été fait dans le Pass Culture, qu'on analyse de façon très fine dans l'étude et que je vous invite à lire, en nouant des contacts réguliers avec les agents publics, avec les acteurs syndicaux qu'on voit trop dans des instances formelles, mais trop peu pour nouer des contacts plus réguliers. Et puis en associant les acteurs publics et notamment les collectivités territoriales, je rebondis sur ce que vous avez dit, dans l'élaboration des politiques publiques, pas comme on le fait trop souvent pour discuter de décisions déjà arbitrées, mais pour construire un agenda partagé. Et le sujet de la transition écologique et du vieillissement se prête tout à fait à ça. Et donc pour conclure, je dirais qu'il y a 2 facteurs communs à tout ça. Le premier, c'est l'état d'esprit dans lequel on aborde les choses, c'est la confiance. Et donc on consacre une partie de nos propositions à cette confiance, qui implique moins de verticalité, plus de subsidiarité, de sortir la logique du mistigris, qui consiste à se débarrasser des cas qu'on ne sait pas traiter vers l'équipe voisine, de déployer des pratiques de management résolument orientées vers les usagers. Et puis enfin, la question du temps est cruciale dans l'action publique, et je pense que c'est un sujet à mettre à vos débats. Il y a 2-3 interventions dans la salle qui peuvent être des réactions aussi des auteurs et autrices de rapports. Il y a moyen. Donc normalement, vous allez pouvoir tester, normalement les micros permettent. Merci. Bonjour, Julien Volikov, je travaille pour la police municipale. Je suis chef d'un service juridique donc pour la police municipale d'une capitale de la France, mais je ne dis pas plus de précision. Et j'ai une remarque constitutionnelle et financière. Il y a 2 services publics qui souffrent beaucoup, qui sont assez pauvres quand ils fonctionnent, c'est l'université et la justice. Or, il se trouve que ce sont 2 services publics qui sont, d'un point de vue constitutionnel, indépendants par rapport au gouvernement. Et donc, je pose la question, à votre avis, est-ce qu'il y a une corrélation entre le fait qu'ils n'aient pas beaucoup d'argent pour fonctionner et le fait qu'ils soient indépendants par rapport au gouvernement, tout gouvernement confondu, bien entendu. Voilà, c'était ma question du soir. Merci beaucoup. En tout cas, c'est vrai que l'histoire du ministère de la Justice montre quand même une diminution constante de son budget. Donc même si ça a un petit peu remonté, ça ne m'a pas beaucoup étonné que ça ne soit pas suffisant. C'est quand même un des La seuls question, c'est ministères si qui a on vu revient sur moins de l'indépendance moyens. de la justice, est-ce qu'ils auront plus de moyens? C'est ça la question.
Et je relais la demande d'universitaires adhérents et adhérentes de base qui voudraient un rapport sur l'enseignement supérieur l'an prochain, qui sont prêts et prêtes à y contribuer. Y a-t-il d'autres réactions de tout type qui peuvent être aussi des retours des auteurs et autrices de rapports par rapport aux 3 premières interventions, si ça vous dit? Oui, Jean-Claude Boile. À la lecture du rapport, il y a 2 questions qui ont été un peu soulevées dans le débat, mais qui, à mon avis, mériteraient qu'on creuse beaucoup plus. Je pense de la numérisation à outrance, qui est utilisée aujourd'hui dans certaines administrations, et pour travailler avec un collectif notamment qui s'appelle Changer de cap sur ce qui se passe à la caisse d'allocation familiale, confondue, qui est utilisée contre les usagers eux-mêmes. Et je pense que c'est vrai dans plein d'autres administrations et que ça mériterait à être considérablement développé et articulé à tout ce que vous dites déjà dans votre rapport. Et la deuxième question, c'est est-ce qu'on peut parler évolution du service public ces 30 ou 40 dernières années? Je pense par exemple au transport, c'est moins vrai peut-être pour la justice et pour, disons, le régalien pour aller vite, mais est-ce qu'on peut parler pour les transports, de l'évolution des services publics sans intégrer totalement la réglementation communautaire et le poids de la réglementation communautaire pour ces services. C'est vrai pour l'énergie, c'est vrai pour les transports, c'est vrai pour la poste, c'est vrai pour les télécoms, c'est vrai pour toute une série de services publics, notamment de réseaux. Donc voilà, c'est ces 2 questions. C'est peut-être pour le prochain rapport. Sur la numérisation, pour ceux et celles qui ne l'auraient pas encore lu, une page de publicité pour l'ouvrage récent de Clara Deville, un sociologue qui porte sur le non-recours et notamment à cause de la numérisation, et bien sûr les rapports de la défenseur des droits. Alors, je ne sais pas dans quel ordre les gens se sont signalés du coup, mais on a 2. Je voulais poser une question, c'est un Villiers surtout qui m'y a fait penser, et c'est le point 12 aussi du rapport, la 12e proposition. Faut-il réformer nos systèmes de gestion, de comptabilité, enfin appelez-les comme vous voulez, pour effectivement faire sauter la croûte du New Public Management, qui nous a fait faire des calculs qui, à mon avis, relèvent plus du fantasme que de la représentation mathématique d'une réalité. Bien sûr, il y a un peu de Suppiot aussi là-dedans. Donc, comment peut-on faire un nouveau système chiffré ou de synthèse des services publics, ou plusieurs, puisqu'ils sont quand même tous différents dans leur fonction. On prend l'autre question ou réaction, et après, si Mélanie a une réponse en 10 secondes, bien sûr. Bonsoir, j'ai la voix qui porte, je pense qu'on m'entend très bien. Je viens de la Réunion, et j'aimerais savoir si on a pensé à la spécificité des territoires. Je pense à Mayotte, qui est sur les réseaux, à la Guadeloupe, le problème de l'eau, notamment. Les services publics, les transports à la Réunion, c'est catastrophique, l'utilisation de la voiture. Est-ce qu'il y a un moment où ce collectif pense à se déplacer ou à interroger les élus sur place, la population? Quelle est la vision du collectif pour les services publics de la France d'ailleurs? Merci. Vous avez une réponse sur ça ou sur la compta? Allez. Je réponds d'ici pour ne pas me lever. D'abord, merci pour les questions et puis en au nom de tout le collectif, merci pour les 3 éléments de discussion qui sont extrêmement enrichissants. Pour être vraiment rapide et répondre essentiellement sur la démarche en réalité plus que sur le fond. Ce rapport, il a été, on l'a dit, il a nécessité des mois de travail et plus d'une centaine de personnes ont été associées, des agents de terrain, des cadres, moins de terrain, des chercheurs, chercheuses, des personnes qui ne viennent pas des services publics, etc. Malgré tout, même à une centaine de personnes, ça reste un rapport écrit en chambre. Et on conçoit vraiment sa publication, sa médiatisation et les discussions comme là, comme le prolongement de ce rapport. Et en fait, une des étapes de discussion pour continuer à enrichir les constats, les analyses qui y sont faites. Et donc, il y a beaucoup
des interventions qui sont allées en ce sens-là, demandant de rajouter de nouveaux chapitres, demandant de mieux associer les chercheurs, de mieux associer les élus. En réalité, c'est exactement ce qu'on est en train de faire, en tout cas ce qu'on souhaite faire, de traiter d'autres thématiques. La culture, l'outre-mer ne sont pas présentes dans le chapitre. L'eau, l'énergie, l'alimentation, il y a énormément de besoins complètement vitaux, le logement, etc., qui ne sont pas traités, qu'on adorerait traiter. Mais donc qu'à ce stade on n'a pas fait, et je souligne juste, on souhaite, y compris dans la mise en débat, pouvoir contribuer à faire émerger des sujets, à contredire, à challenger en bon français, pardon, notre analyse des besoins de l'état des services publics. En tout cas, la soirée y contribue, et encore une fois, on ne souhaite pas s'arrêter là. Et donc je termine par un appel. N'hésitez pas, si vous souhaitez contribuer aux prochaines versions ou contribuer au collectif et par là à ces prochaines versions du rapport sur l'état des services publics, mais aussi de ces autres travaux, parce que tout ne tiendra pas dans un rapport aussi ambitieux soit-il. On essaye de faire au mieux avec toutes les bonnes volontés, donc aidez-nous. Merci aux 3 premières intervenantes. Donc on va faire un jeu de chaises musicales avec les 4 personnes qui participent à la table ronde, qui n'est pas ronde comme vous pouvez l'observer habilement, mais on essaiera de faire circuler la parole plus vite. Merci.